Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est grave docteur. Donc notre live ici en collaboration avec la clinique Saint-Luc-Bouge. Alors ce mois-ci, on va s'intéresser au surpoids et à l'obésité. Et en plateau, on a le plaisir d'avoir quelqu'un qui va venir témoigner. Et puis tout au long de l'émission, on aura différents intervenants, différents médecins et le corps médical aussi qui nous parleront de cette problématique de santé majeure. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Corinne. Alors Patrick, on ne le voit pas comme ça, mais tu as souffert à un moment donné de surpoids, on peut même dire d'obésité. Ben oui, on a même appelé cela médicalement l'obésité morbide, effectivement, ayant eu un AVC quelques années encore auparavant, une dizaine d'années maintenant. En réalité, j'étais suivi pour des problèmes d'hypertension. Suite à cela, le poids était là, puis le Covid est arrivé. En tant que coiffeur événementiel, ma vie a fortement été modifiée. Et peut-être que j'ai un peu mangé, peut-être que j'en peux un peu là. Bref, un beau jour, 122 kilos. Et là, aujourd'hui, ça ne se voit pas, même si les lignes, elles amincissent. En réalité, il y a aujourd'hui 79 kilos. Voilà, une réussite sur combien de temps ? Alors, l'opération date L'opération date du 29 mars 2023, ce sont des dates importantes. Et on va dire que le process a vraiment démarré en janvier 2022. Donc ça fait 3 ans que tu as été opéré. Effectivement, 3 ans, là, presque bon anniversaire, quoi. Voilà. En tout cas, on va parler de tout ton parcours, mais juste, si tu dois dire maintenant, déjà en début d'émission, satisfait ou pas ? Ah, bien entendu, très satisfait et prêt à accompagner quelqu'un s'il a envie de faire ce parcours, son parcours, parce que moi je ne pourrais parler que de mon parcours. Évidemment, tous les parcours sont différents. Absolument. Plusieurs médecins vont intervenir ici dans l'émission pour nous expliquer un petit peu. On va commencer avec le docteur Yango, qui est diabétologue et endocrinologue. Mais je vous rappelle également que vous ne devez pas hésiter à interagir avec nous. Tout de suite, on écoute le docteur Yango. Docteur Yango, vous êtes ici endocrinologue diabétologue à la clinique. On va parler d'obésité, de surpoids, mais peut-être déjà définir à partir de quel moment on estime qu'on est en surpoids ou qu'on est obèse. Alors la définition, on utilise des mesures qu'on dit anthropométriques, c'est-à-dire qu'on mesure ce qu'on appelle l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, qui est simplement le rapport du poids sur la taille au carré. Alors on parle d'obésité quand cet indice est supérieur à 30, on parle de préobésité ou de surpoids quand cet indice se trouve entre 25 et 30. Et donc l'IMC normal, c'est en fait entre 18 et 25. En dessous de 18, on parle plutôt de maigreur, quoi. Ce n'est pas nécessairement le fait qu'on mange trop ou qu'on ne fait pas assez d'exercice qui va causer ce surpoids ou cette obésité. Les causes, elles sont multiples. C'est une maladie qui est multifactorielle, donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans l'obésité. L'alimentation et l'activité physique restent quand même un mécanisme très important, effectivement. Toujours les déséquilibres entre les apports énergétiques excessifs et la faible dépense énergétique. Mais évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On n'est pas tous égaux déjà. Voilà, il y a les facteurs génétiques, épigénétiques. Là, on entend les facteurs environnementaux qui sont l'alimentation, l'activité physique, le stress, le milieu social, les facteurs psychologiques. Donc il y a toute une série de facteurs. Alors cette interaction un peu complexe entre tous ces facteurs entraîne finalement l'obésité. Certaines maladies aussi ? Oui, effectivement, on peut être dans certaines maladies, notamment certaines maladies endocriniennes qui sont heureusement extrêmement rares, comme la maladie de Cushing. On peut aussi, les patients peuvent devenir obèses dans ce cadre-là. Il y a plusieurs symptômes, bien évidemment. L'hypothyroïdie est également un facteur qui peut favoriser également l'obésité. Certaines périodes de la vie aussi, qui sont plus compliquées, je pense notamment à la ménopause chez la femme. Oui, il y a des facteurs où finalement, je pense que c'est plus au niveau de la dépense énergétique. Vous savez, avec le temps, on est de moins en moins actif, on a un métabolisme qui est de plus en plus lent et forcément on a tendance à accumuler plus facilement. C'est rarement, c'est quasi jamais un seul facteur, c'est toujours un ensemble de facteurs et surtout une prédisposition. Parce que comme vous dites, on n'est pas tous égaux. Donc effectivement, on ne choisit pas sa famille, comme j'ai l'habitude de dire aux patients. Donc on a parfois un déterminisme, une prédisposition génétique. On va voir qu'à la faveur de toute une série d'interactions, des facteurs liés à l'environnement,
ce qu'on appelle l'environnement obésogène, finalement, on peut prendre du poids. Et puis, plus jeune, on a eu cette prise de poids, cette obésité, plus ça va être complexe pour perdre du poids par la suite. Je parle vraiment de l'enfance. Oui, il y a déjà par les d'autres habitudes, types. évidemment. Oui, on sait que plus on est resté longtemps en obésité, probablement avec des effets yo-yo, hein, régime, on perd, on reprend et tout, on sait que ça deviendra de plus en plus difficile, quoi. Donc toute la nécessité de commencer la prévention beaucoup plus tôt quand on a identifié les facteurs de risque, et surtout de prendre en charge les gens au long cours, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OMS ou toutes les institutions scientifiques définissent l'obésité comme une maladie chronique. Donc quand on a une maladie chronique, on a une prise en charge au long cours, on a une prise en charge chronique quasi tout au long de sa vie, quoi. Et c'est ça tout l'intérêt d'établir des stratégies de prise en charge interdisciplinaire, parce que c'est multifactoriel, donc il faut une prise en charge interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Et le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible et le plus long possible. Au niveau de la prise en charge, quelles sont les différentes prises en charge possibles? Il y a en gros 4 piliers de prise en charge. Alors, l'élément fondamental reste toujours, le premier pilier, c'est l'alimentation et l'activité physique. Peu importe le type d'obésité, les causes de l'obésité, l'alimentation et l'activité physique reste un des piliers de la prise en charge. C'est la première chose sur la première chose, il faut absolument, évidemment, les autres viennent s'associer à cette prise en charge fondamentale. Il y a le deuxième pilier qui est la prise en charge psychologique, parce qu'il y a effectivement un contexte parfois émotionnel qui peut être difficile, qui fait que les patients ont tendance finalement à prendre du poids de manière indirecte, hein. Ça modifie le comportement alimentaire du patient, par exemple. Il y a les traitements médicamenteux qui sont de plus en plus efficaces avec des succès assez importants. On arrive parfois à faire perdre 10 à 20% du poids aux patients. Il y a le quatrième pilier qui est la chirurgie bariatrique. Alors ces médicaments, justement, on en a beaucoup entendu parler dernièrement, enfin ces 2-3 dernières années. Quels sont-ils? Et puis il y a aussi un peu des polémiques parce qu'on ne peut pas les prendre non plus dans n'importe quelle circonstance. Ah oui, mais ça reste des médicaments, donc il faut qu'il y ait une indication ou des indications. Donc ce n'est pas de la confiserie hein, qu'on va acheter. Donc ça reste des médicaments, il faut toujours qu'il y ait des indications, et il faut qu'il y ait un suivi également de la part du prescripteur. Alors, je vais classer 3 catégories de familles de médicaments qui peuvent être utilisés actuellement. Il y en a qui sont plus efficaces, d'autres un peu moins efficaces. Si je prends la catégorie de médicaments qui inhibent l'absorption de graisse au niveau digestif. Ça, on se dit que c'est miraculeux quand même. Celui-là, non, parce que je voulais parler de ce médicament qui inhibe cette absorption de graisse. Voilà, on arrive, s'il faut, en termes de succès, on arrive plus ou moins à 3 à 5% de perte de poids quand ça fonctionne. Donc ça, c'est une famille de médicaments. Je ne vais pas citer les noms commerciaux. Il y a une deuxième catégorie de médicaments qui agit sur le comportement alimentaire, parce que l'alimentation peut être aussi émotionnelle ou compulsive. Donc il y a une autre famille de médicaments qui est en fait 2 médicaments associés, le bupropion et le naltrexone, qui va finalement agir sur le circuit de récompense pour essayer de contrôler cette alimentation émotionnelle et compulsive, mais également sur la sensation de satiété, qui a un succès un peu plus important que le médicament dont j'ai parlé avant. Ces médicaments, en association évidemment avec une prise en charge psychologique, peut avoir quand même un succès. Et puis il y a la 3e catégorie des médicaments qui sont en fait des hormones, qui imitent en fait l'action des hormones intestinales qu'on appelle des hormones incrétines, qui ont une action sur le centre de la satiété, une action centrale au niveau du système nerveux central, donc qui permet de donner une sensation de satiété, donc de réduire la sensation de faim, et donc de ces faits-là, finalement, diminuer et réduire les apports caloriques. Et donc c'est ces médicaments-là qui ont un succès majeur parce que le succès est démontré même à travers les études, on arrive à des pertes de poids assez importantes. Assez conséquentes. Oui, assez conséquentes, oui. Mais ces médicaments sont déjà connus dans le cas du diabète, en fait. On l'utilise depuis plusieurs années, ce qu'on appelle les hormones incrétines. Il y a des analogues du GLP-1 qui est un peptide 1 de type glucagon, ou alors
double agoniste de récepteurs des hormones GLP1 ou GIP, qui est un polypeptide insulinotrope glucose dépendant. Donc quand vous mangez, en fait, quand les bols alimentaires arrivent au niveau des intestins, vous libérez des hormones, en fait. Des hormones qui vont agir sur le contrôle de la glycémie au niveau du pancréas, mais également qui vont agir sur le cerveau pour la satiété. Et donc c'est ces hormones-là qui ont été finalement synthétisées sous forme de médicaments, d'abord dans un premier temps pour traiter le diabète. On le sait depuis longtemps que ça avait aussi un effet sur la perte de poids chez les patients diabétiques. Il y a eu une extension, on a fait des études chez les patients qui étaient à risque finalement métabolique, les patients en obésité ou les patients en surpoids, pré-obésité avec au moins une comorbidité. Et là, on a vu effectivement un succès en termes de perte de poids. Donc c'est des traitements révolutionnaires, mais ce n'est pas des traitements miracles, entendons-nous bien. C'est révolutionnaire, mais ce n'est pas des traitements miracles. En dehors de la perte de poids, il y a aussi quand même des bénéfices au niveau cardiovasculaire. Parce que ça, on n'en parle pas trop, on diminue quand même toute une série de paramètres de risque, comme l'hypertension, le cholestérol, une action également au niveau hépatique sur le foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique également, donc il y a une amélioration de ce point de vue-là. Donc il y a un contexte plus global d'amélioration de risque. Uniquement à la perte de poids. Donc on diminue forcément le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, que ce soit l'AVC, l'infarctus du myocarde, voilà, et la mortalité globale. Important de dire aussi, c'est que ça se prend sous certaines conditions. On ne le prend pas pour perdre 2 kilos avant l'été. C'est pas l'idée. Comme je disais, donc, toute médication, il y a des indications. Oui. Donc il faut suivre les indications. Les indications sont dans le cas des médicaments qui ciblent l'obésité. Il faut être soit en situation d'obésité, donc un BMI ou l'IMC supérieur à 30, ou alors être en pré-obésité avec un IMC supérieur à 27, avec la présence 27, avec au moins la présence d'une comorbidité, que ça peut être l'hypertension, le cholestérol, les apnées du sommeil, le foie gras, comme on appelle, le stéatose hépatique. Désolé de dire foie gras, mais stéatose hépatique. Voilà. Et alors, comme on l'a déjà dit, le suivi est hyper important. Ok, on a un médicament, il va nous aider, mais il y a tout un suivi qui est important. Ah oui, il faut absolument, une fois qu'on prescrit un traitement au patient, il faut le suivre au long cours, surtout qu'on a affaire à une maladie chronique. Alors pour suivre l'efficacité de ces traitements, suivre également la tolérance, parce qu'il y a différents dosages. Quelle est la dose qui est la plus efficace que le patient tolère également, voir également s'il n'y a pas des éventuels complications liées à la prise de cette médication. S'assurer que le patient prend son traitement régulièrement, correctement, parce qu'on a affaire à un traitement au long cours et on sait qu'adhérer à un traitement au long cours, c'est toujours difficile. Donc le suivi est indispensable. Mais il faut vraiment insister sur le fait que le traitement médicamenteux rentre dans une stratégie de prise en charge globale. Donc ce n'est pas simplement le médicament seul, mais il faut absolument qu'il y ait une prise en charge diététique, une prise en charge psychologique, une activité physique. Donc ça, c'est vraiment un suivi tout au long de la vie du patient. Alors l'idée de cette émission, c'est aussi que les gens puissent interagir avec nous et vous poser des questions. Donc là, on a 2 questions. On a d'abord une question par rapport justement à un traitement d'hormonothérapie où ce serait plus difficile de perdre du poids dans ce cas-là. Je vais répondre de manière plus générale. Dans les causes de prise de poids ou des facteurs qui peuvent influencer la prise de poids, les médicaments peuvent également. Donc toute une série de médications comme les corticothérapies ou certaines hormonothérapies, notamment après un cancer du sein par exemple chez les femmes, qui peuvent influencer finalement la prise de poids. Je dis, alors c'est des médicaments qui sont indispensables. Ouais, on va pas les arrêter. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours d'indication. Une fois qu'on a mis un traitement, il y a forcément des bénéfices et des risques. Donc il faut accepter malheureusement, mais on peut toujours proposer une prise en charge. On revient toujours à la prise en charge dont on a parlé tout à l'heure. L'activité physique, l'alimentation, ça reste toujours un pilier, quoi. Peu importe la cause de la prise de poids, il faut vraiment insister là-dessus et peut-être augmenter sa dépense énergétique, être plus rigoureux dans le contrôle des apports alimentaires. Malheureusement, ces médicaments doivent être pris ouais, parce qu'il y a une indication médicale.
Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'idéal est toujours d'aller voir, non pas sur un moteur de recherche, mais d'aller voir les personnes, les médecins qui peuvent aider. Hein. Oui, le prescripteur déjà. Je pense qu'en tant que médecin, on évalue toujours, comme je disais, les bénéfices et les risques. Donc quand on met un médicament, c'est parce qu'on attend toujours un peu plus de bénéfices. Il y a forcément, entre parenthèses, des prix à payer quelque part ou des conséquences qui ne sont pas toujours favorables pour les patients. Mais une fois que les bénéfices sont plus importants, notamment dans l'hormonothérapie post-traitement d'un cancer du sein, par exemple, on sait que vous devez le prendre pendant au moins 5 ans et il y a forcément des effets indésirables qu'il faudra malheureusement accepter. Et donc il y a toujours effectivement une prise en charge qu'on propose en fonction du degré de prise de poids, activité physique, alimentation, voilà. Alors il y a une autre question qui revient souvent, c'est la ménopause et aussi, dans le cadre de la ménopause, le rôle du cortisol. Oui, alors le cortisol, il faut séparer deux choses. Il y a une maladie qui produit un excès de cortisol, qui est une maladie extrêmement rare, qu'on appelle la maladie de Cushing. Là, on est sur une pathologie endocrinienne. Elle est extrêmement rare, heureusement, mais là, il faut traiter la cause. Hein. Souvent, c'est lié à la présence d'une tumeur qui sécrète cet excès de cortisol. Souvent, on opère. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont beaucoup plus complexes. On sait que les situations parfois de stress chronique peuvent évidemment entraîner un trop de cortisol, parce que c'est une hormone de contre-régulation. Hein. Quand on est un peu stressé, je ne parle pas du stress qu'on peut avoir de temps en temps, mais une situation de stress un peu chronique peut effectivement aussi entraîner un cortisol un peu plus haut. On n'est pas dans l'hypercorticisme qui entraîne des pertes de poids, de prise de poids de 20-30 kilos au bout de 6 mois. Ça peut être un facteur favorisant effectivement dans un contexte global, multifactoriel, quoi. La ménopause, c'est la diminution, le métabolisme qui ralentit aussi et les hormones aussi qui changent, j'imagine. Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, l'état hormonal change et je pense également, à ce moment-là, les femmes ont tendance parfois, notamment à stocker un peu le poids, comme les hommes, à mettre ça plus au niveau abdominal. Plus abdominal, le métabolisme qui est un peu plus ralenti également, donc on est sur une séquence où les dépenses énergétiques sont un peu plus faibles. C'est là où ce serait intéressant d'encourager les femmes après la ménopause, d'augmenter leur activité physique et de faire d'autant plus attention à leur alimentation. Et diminuer les apports, également. Quoi. Voilà. Merci, Dr Yango. Merci à vous. On vient de le voir ici avec le Dr Yango. Parfois, le parcours s'arrête au parcours médical. Toi, tu vas nous l'expliquer, Patrick, tu as été jusqu'au parcours chirurgical. Tout à fait. Mais est-ce que, dans ton cas, on t'a proposé ces fameux médicaments à un moment donné ? On ne m'a pas vraiment proposé de médicaments. Évidemment, il y a tout un pré-op qui se fait, mais ce n'est pas spécialement médicamenteux. Par contre, comme il y a une dizaine d'années, j'ai fait un AVC, et là, j'avais déjà envisagé de faire un type d'amaigrissement. Donc, j'ai été voir diététicienne à l'époque. Ça n'a pas été très concluant, puisqu'il y avait une espèce de frustration, chose que je ne voulais absolument pas. Donc, à partir de là, la vie a continué. Et puis, il y a peu, ça a changé. Alors, ta décision, c'était le fait d'être arrivé à un certain poids, si j'ai bien compris. Il y a eu les problèmes de santé aussi. Ils étaient multiples, parce qu'il a parlé aussi, le Dr Yango, de comorbidité aussi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la comorbidité, on avait effectivement calculé le BMI, tout ce qui s'ensuit. Et dans ce cas-là, il avait été déterminé comorbidité. Donc là, évidemment, c'est un terme qui fait peur. C'est un terme aussi qui travaille dans la tête. Je suis comme coiffeur événementiel, je le rappelle, donc ça veut dire que je suis appelé à devoir être en contact avec des gens, être rassurant auprès d'eux. Or, j'étais même pas rassuré moi-même. Donc il y avait cela. Deuxièmement, l'hypertension étant beaucoup trop élevée, dangereuse. À un moment ou l'autre, on est en train de coiffer les gens, on est en train de pleurer parce qu'il y a trop de tension. On se trouve à un moment avec des difficultés de marcher, de se retrouver jusqu'à un jour où je suis dans le jardin. Pourquoi ? Parce que j'essaie de passer un peu mon temps et puis je me retrouve sur le dos, je n'arrive pas à me relever. Et puis là, on se dit, les kilos sont là, il faut faire quelque chose. Et je vais voir mon médecin traitant une fois de plus. Je fais appel à mon médecin qui lui me dit, il faudrait perdre quelques kilos, oui, 10 kilos. Puis on le rappelle, tu étais à 122 kilos, hein, ouais, pour 1m80. J'étais déjà dans les 100, 118, 120. Enfin, okay. Je voyageais dans ce centre-là, j'essayais de ne pas monter aux 120.
puis on a continué, et en allant voir un autre, il me dit, bah écoutez, vous devriez perdre un peu plus. Au moins 10-12 kilos. Ben, c'était qui? Ben, lui, c'est le cardiologue. Donc lui, il dit, vous avez un corps vous avez un beau cœur. Ah, c'est gentil, merci docteur. Mais enfin, voilà, il est bien emballé. Ben, merci, c'est gentil. Vous avez un gros cœur. Ah ben oui, c'est toujours gentil, mais je fais quoi avec ça? Ouais. Et puis, tout compte fait, il me dit, il faudrait quand même perdre au moins 12 kilos, là, maintenant. Et oui, moi, je ne veux pas être frustré. Je suis un épicurien, j'adore manger, je fais les courses, moi-même, et je fais à manger. Depuis toujours, je suis visite restaurateur en plus, donc évidemment la nourriture ça me plaît, ça me parle, boire un bon verre ça me plaît. Ouais. Et oui, nous en sommes là. Et tu ne sentais pas la possibilité de, par toi-même, dire là, ok, je commence un régime? Non, absolument pas. À cause pas. de la frustration? Le côté frustration me dérangeait, puis je n'étais pas persuadé de savoir le faire correctement. Le métier que j'ai fait qu'on ne sait pas manger aux bonnes heures et tout, parce qu'il y avait surtout ce problème de déséquilibre horaire. Et puis, les témoignages, ça c'est le plus important. Si je peux conseiller aux gens, surtout, faites-vous aider par des témoignages, par des gens qui ont vécu leurs histoires, je rappelle. Chacun a son histoire, chacune a son histoire. Donc ça veut dire qu'avant d'entamer le parcours avec le Centre Namurois de l'obésité, oui, on t'avait déjà parlé de l'opération. Donc c'est déjà quelque chose qui était dans ta tête. À partir de septembre 21. Voilà, mais tu n'as pas attendu de venir ici à la clinique pour qu'on t'en parle? Non, j'ai d'abord eu des contacts, j'ai d'abord parlé de ça, je me suis informé par moi-même, merci l'Internet quand même, ça aide. Et donc j'ai pris la décision au mois de décembre, en pleine période de fête pour un coiffeur, ce qu'on a un peu de travail, je vais contacter le fameux CNO où nous sommes. Voilà. Et là, tu vas rencontrer une personne qu'on a rencontrée, nous, ce matin. Oh, quelle personne? Voilà. Je crois, à Fort Boyard, on dit qu'il y a le trousseau de clés. Je crois qu'elle a été une des clés, en tout cas, qui m'a permis, moi, de continuer en plus. Donc c'est France Van Lippevelde, tout à fait, qui est l'infirmière coordinatrice ici du Centre Namurois de l'obésité. Et tout à fait. Et à partir de là, ce qu'il y a de bien avec elle, c'est que c'est elle qui détient le trousseau de clés. Tout à fait, c'est ce qu'elle va nous expliquer. Ah voilà. Voilà, on l'écoute tout de suite. Avec plaisir. France Van Lippevelde, vous êtes infirmière coordinatrice au Centre Namurois de l'obésité. Ça consiste en quoi? Je pense que vous avez un rôle clé en fait. Alors, en effet, j'ai un rôle central au sein de l'équipe, mais j'ai surtout aussi un rôle de référence au niveau de la clinique. Mon travail, en tout premier lieu, consiste à recevoir les appels des patients qui veulent avoir des informations sur le centre de l'obésité ici au sein de la clinique. C'est le premier contact que j'ai. Ensuite, en fonction de la demande du patient, j'oriente le patient en fonction de sa demande. Ici, au sein de la clinique, nous avons deux filières, qui est la filière médicale et la filière chirurgicale. Est-ce que ça veut dire que vous avez un rôle aussi de consultation alors avec le patient? Exactement. Donc, je reçois les patients en consultation et parfois, en fonction de leur demande, si c'est une consultation pour la filière médicale, je donne des informations beaucoup plus détaillées sur cette filière, qui est une filière multidisciplinaire, avec un médecin nutritionniste, des diététiciennes, psychologues, activité physique. Donc voilà, ça c'est vraiment la filière médicale. Ensuite, j'ai également une consultation pour les patients qui souhaitent une chirurgie, mais bien souvent, le patient a déjà rencontré le chirurgien. Et mon rôle à ce moment-là est d'expliquer le parcours chirurgical au patient et de planifier les différents rendez-vous. Dans le cadre de la filière médicale, après cette consultation, quelque part, votre rôle s'arrête un petit peu. Par contre, vous êtes encore très présente dans la filière chirurgie. Dans la filière chirurgicale, étant donné que là, c'est un processus qui s'étale sur quelques mois, mais je suis là dès le départ, en effet, donc pour expliquer le parcours, mais ensuite, je vérifie que le patient ait bien effectué tous ses rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'au terme de ce parcours, il y a une concertation multidisciplinaire. À cette concertation participent tous les membres de l'équipe pour discuter du dossier du patient, à savoir est-ce qu'il est prêt pour bénéficier d'une chirurgie ou est-ce qu'il doit, ce patient, effectuer une préparation peut-être un petit peu plus longue. C'est ça, parce que quand on parle de parcours, on parle bien d'un parcours préopératoire, parce qu'en fait, il est très long ce parcours avant de pouvoir se faire opérer. Exactement. En général, il y a une préparation. Le parcours qui est un peu plus long, c'est surtout chez la diététicienne et chez la psychologue. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même, la plupart du temps, modifier ses habitudes alimentaires. Peut-être modifier aussi son comportement alimentaire, s'assurer que le patient, il a bien conscience quand même de « oui, je vais me faire opérer, mais qu'est-ce que ça va impliquer jusqu'à la fin de ma vie ?» au niveau des changements
d'hygiène de vie, tout simplement. Qui soit prêt psychologiquement. Psychologiquement, diététiquement parlant, mais aussi ce qui est hyper important et qu'on oublie parfois, c'est la reprise d'activité physique. Ça, c'est pour avant aussi et pour après aussi. Exactement. Donc, il y a tout ce parcours avant qui se termine finalement par, vous l'avez dit, une réunion multidisciplinaire. Oui. Vous êtes là comme coordinatrice, mais aussi quelque part un peu comme soutien aussi. Je suis présente pendant tout le parcours, c'est-à-dire que je remets mes coordonnées au patient et si le patient a des questions ou si la famille du patient a des questions, je reste disponible pendant tout le trajet du parcours, enfin oui, pendant tout le parcours. Pendant la chirurgie également. Un rôle essentiel quand même, hein? Oui, je pense. Un rôle central, je le disais. Tout à fait, un rôle central. C'est vrai que moi, je fais le lien avec tout le reste de l'équipe, mais aussi avec pas mal de personnes au sein de la clinique. Je travaille avec plusieurs services aussi. Et donc, c'est vrai que c'est un rôle central. Alors, ça ne s'arrête pas, évidemment, au préopératoire. Une fois que l'opération est prévue, vous êtes toujours présente. Voilà, je passe... Pendant l'opération, enfin pas pendant l'opération, mais pendant l'hospitalisation, je passe voir le patient pour lui remettre les conseils de sortie. Je réinsiste sur le maintien des bonnes habitudes d'hygiène de vie. Pourquoi? Pour bien maintenir les bonnes pratiques, mais surtout aussi pour bien maintenir la perte de poids. La chirurgie fait son rôle, mais le patient fait aussi en sorte que cette chirurgie fonctionne. Il doit être acteur aussi de son progrès. Acteur de sa prise en charge, mais surtout aussi des changements qu'il va mettre en place. Et donc, je reviens pendant l'hospitalisation pour donner un échantillon de vitamines, réinsister sur les bonnes pratiques, mais aussi réinsister sur la reprise d'une activité physique régulière. En post-opératoire, votre rôle est essentiel aussi et le suivi est essentiel. Le suivi est essentiel. Donc, je reste de nouveau joignable et contactable pour toutes les questions que les patients auraient ou pour peut-être parfois certaines difficultés que les patients pourraient avoir. Je planifie les rendez-vous post-opératoires, mais voilà, je reste disponible mais pour le patient, même plusieurs années après la chirurgie. C'est vrai? Oui. Il y a parfois des patients qui recontactent 2-3 ans après. J'ai un petit souci de tel ordre. Alors, ce n'est pas moi qui vais le régler, mais je réoriente le patient chez la personne. Vous êtes la référente. La référente, oui, en effet. En général, quelles sont les difficultés que vous avez pu, vous, observer ou par rapport, qui vous ont été rapportées par vos collègues? Quelles sont les plus grandes difficultés que rencontrent les patients? Et les plus grandes peurs, peut-être aussi? La plus grande peur, je dirais que c'est parfois la peur de reprendre du poids. Oui. Alors, justement, par rapport à ça, quand on effectue bien son suivi post-opératoire, on installe bien, on essaye de bien installer les bonnes pratiques, la bonne hygiène de vie. Mais voilà, ça, c'est parfois quand même une des plus grandes difficultés. Certains patients ont parfois peur des carences. C'est pour ça qu'il y a des vitamines, mais c'est parfois des difficultés. Mais il est clair que toutes les difficultés ne me sont pas rapportées. Et donc là, parfois, je ne connais pas tout. Une fois que le patient est prêt à sortir de l'hôpital, vous êtes toujours présente et avec des directives à donner aussi, des choses vraiment importantes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour que la chirurgie bariatrique soit efficace sur le long terme, c'est qu'il y a plusieurs choses importantes à effectuer. L'importance de l'activité physique régulière. Ce qu'il faut ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut avoir un bon soutien psychologique et un bon soutien de l'entourage. C'est hyper important. Avoir une qualité et une quantité alimentaire optimale, c'est-à-dire que, comme la diététicienne a appris aux patients, il faut garder ça et ne pas oublier les vitamines. Et quand même se faire suivre par son médecin traitant une fois par an pour vérifier s'il n'y a pas d'éventuelles carences. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et savoir aussi que l'équipe du Centre namurois de l'obésité reste disponible, même plusieurs années après la chirurgie, pour toutes les questions ou pour les éventuelles reprises de poids qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, ce sont les 5 points importants que je dis aux patients la plupart du temps. Merci France. Merci aussi, avec plaisir. Du même avis que toi, Patrick, effectivement, on sent que France, elle est coordinatrice et elle a le trousseau de clés. Effectivement, donc une magnifique rencontre dès le premier jour, dès les premiers instants. Donc accompagné de ma femme, nous sommes venus la voir et on a demandé un petit peu comment ça se passe. Et puis là c'est bien parce qu'elle donne un premier avis, un premier jet
et elle s'occupe de tous les rendez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle s'occupe de tous les rendez-vous, elle est à l'écoute, elle est toujours prête si on a un souci. Ce qui fut mon cas à un moment d'ailleurs. Mais toi, tu arrives déjà avec une idée de ce que tu veux. Oui, et quand tu as une idée, tu as une idée. Ah, on se connaît un peu, hein, donc oui, effectivement. Oui, j'ai ma petite valise d'informations et ça, je crois, au dire du chirurgien que je rencontrerai très vite après, ça a vraiment été là aussi une autre de mes clés. C'est que j'avais déjà des infos, je savais ce qui pouvait se passer à un moment ou l'autre. Donc voilà, je rencontre... Et tu étais déterminé. À partir de là, j'étais déjà déterminé. Oui, voilà. c'est ça. Mais j'étais déterminé, mais je voulais garder le dernier pourcent pour dire oui. C'est-à-dire, je voulais toujours jusqu'à la porte de la salle d'opération pouvoir dire pouvoir oui reculer. Ou non. Oui, j'ai déjà fait, donc ce n'était pas un problème pour moi. Et j'ai déjà fait ici en plus, à Saint-Luc pour autre chose. Donc toujours est-il que je la rencontre, elle me dit, vous allez d'abord aller voir notre chirurgien, un des chirurgiens, et je rencontre le docteur Ramboux de la maison. Et lui, je le vois un peu austère, un peu froid au départ. Pas en général le genre de personne qui fonctionne avec moi, mais il me dit les choses. Et puis là, il y a une belle petite anecdote, c'est que je lui dis, oui, mais quoi, qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, moi, ce que je vais vous faire, c'est pas compliqué. Si vous buvez de l'ordre de 4 litres de coca par jour, vous opérez pas. Si vous mangez ça ou ci ou ci ou ça, bref, il me donne des exemples, je ne le ferai pas. Mais, moi, ce que je vais vous faire, c'est une Ferrari. Évidemment, moi qui en plus n'ai aucune attirance automobile, je dis, mais Ferrari, je dis, c'est gentil une Ferrari, mais une Ferrari, il faut savoir l'entretenir, je dis, et il faut savoir la conduire. Il m'a dit, vous avez tout compris. Ben oui, c'est ça, en fait, qu'il voulait te faire passer comme message. Effectivement. Ouais. Donc je pense que si un jour je dois le revoir, parce que je l'ai revu, bien entendu, après, mais là, on doit se revoir dans un délai, je pense que je vais lui amener une petite Ferrari, parce que ça a vraiment été aussi un des trucs. Et donc voilà, Donc c'était vraiment pour te dire qu'il fallait que tu sois aussi l'acteur, en fait, de ton changement et... Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Là, si on n'est pas acteur de son changement, il y a un frein. C'est ça, il y a l'opération, mais à un moment donné, il faut mettre les choses en place soi-même aussi. C'est ça, c'est qu'avant, on a tout un parcours à faire. En général, c'est un parcours qui peut, suivant les cas, durer 3, 4, 5, 6 mois. Moi, j'ai dit, écoutez, je me donne 100 jours. Dans 100 jours, je dois être opéré. On se connaît, Corinne, tu connais ma détermination. Parfois, ça dure encore plus longtemps que ça, c'est ce que France expliquait. Parfois, donc, ça a été court pour toi. Ah, je pense que je dois, à mon avis, être dans les délais les plus courts. Les plus courts, oui. Les plus courts, oui. Et donc, on suit donc le chirurgien, retourne vers France, Fanny Pleuvelde, et puis toute la machine se met en place. Il y a minimum 2 diététiciens, 2 fois une visite diététique, 2 fois une visite psy, et parfois 3. Je dis, écoutez, mettez 3 rendez-vous. Ah oui, mais on doit avoir des délais d'1 mois. J'ai mis les 3, et on a directement mis les rendez-vous, janvier, février, mars, pour les 3, l'un derrière l'autre. Tu étais impatient. Je voulais que ça avance. Ouais. J'ai plus le temps d'attente. À ce moment-là, j'ai quand même plus de la soixantaine. Je viens d'être grand-père depuis peu, 2 années. Là maintenant, encore une fois, depuis peu, depuis donc avant et après mon Félicitations. Oui, moi, j'ai rien fait. Hein. J'ai rien fait du tout, j'ai pas assisté. On félicite quand même les grands-parents. Voilà, enfin, tant mieux pour eux, les enfants vont très bien. Eux aussi sont passés par des moments. Bref, toujours est-il que, pour en revenir au cas, eh bien, je fais toutes mes visites. Et puis, on m'apprend ce que c'est que trop. Trop manger, trop souvent, trop tôt, trop tard, trop épicé, trop liquide, trop gras. Trop sucré. Si demain je dois me faire tatouer quelque chose, c'est trop. C'est certain. Je le dis très fréquemment et je le dis très souvent d'ailleurs aux gens que je rencontre, clientèle, amis ou autres. C'est vraiment ça, c'est le mot trop qui nous abîme à un moment ou l'autre. D'ailleurs dans la vie, je crois que tout ce qui est trop, tout ce qui est excessif. L'excès nuit en tout. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien frôler l'excès. Et donc voilà, donc l'histoire se passe, je fais tous mes examens les uns après les autres, on m'envoie vers la salle de sport. Là, c'est un peu plus compliqué parce que si la volonté y était au début, l'environnement, l'entourage, c'était pas du tout quelque chose. Moi, j'aime bien faire les choses seul, j'aime pas d'être en groupe. Ou alors je les mène, les groupes. Et puis là, je suis obligé d'arrêter très rapidement toutes les séances sportives pré-op, because la bête, elle est abîmée, parce qu'à force d'avoir fait plus de 50 ans mon métier, et l'événementiel, c'est comme vous, avec les caméras, c'est porter des caisses, vider les voitures, recharger et tout. Donc, le corps est fort abîmé. Le corps ne suit pas. Le corps ne suit pas. Et donc, je dois arrêter. Est-ce que dans ce laps de temps-là, tu perds du poids? Je perds un peu de poids, oui, effectivement. Je perds un peu de poids parce qu'on me demande aussi, pas compliqué, 15 jours avant, il y a tout un régime alimentaire qu'il faut véritablement mettre en place. Et là, de ce côté-là, j'ai une infirmière à mon domicile, hein, donc j'étais fortement aidé. Je crois qu'elle aussi a été une très grosse clé
Elle le dit d'ailleurs, France, elle explique que l'entourage, c'est très important. Exactement. Ouais. Bon, moi j'avais un suivi, il faut dire que mes médicaments sont préparés tous les jours aussi, donc toujours à l'heure actuelle. Et à savoir aussi, jamais oublier de prendre sa vitamine après, très important, tous les jours, ne jamais l'oublier. Pour ne pas être en carence. Oui, exactement. Donc voilà. Et on m'explique aussi que ce que je vais perdre, ce sont les muscles. Eh ben, je ne pensais pas que j'avais autant de muscles. Ça, c'était le gros truc de ma vie. J'ai fait 24 ans de sport de ma prime jeunesse, et puis j'ai arrêté. Et j'ai coiffé. Donc, c'est une autre forme de sport. Et puis là, effectivement, on va arriver bientôt, tout doucement, vers l'opération et tous les produits qu'on doit prendre avant, les quelques produits qu'on prend avant, mais rien n'est lourd, quoi. Ça n'a pas été ton chirurgien, mais on a rencontré également ce matin le docteur Rubet, qui fait de la chirurgie digestive et endocrinienne, et qui va un petit peu nous expliquer justement les 2 opérations, dont celle que tu as subie, et le parcours aussi, avant d'y arriver. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident, En exactement. Plus, voilà. Docteur Rubet, vous êtes chirurgien viscéral. Alors à partir de quel moment on se dit que la chirurgie est indiquée? Comment ça se passe? On vient vous trouver? C'est quoi les démarches? Alors souvent, il y a des patients qui veulent des renseignements sur la chirurgie et ils viennent en consultation pour avoir les informations concernant toutes les interventions de chirurgie de l'obésité. Parce qu'il y a différentes opérations et puis il y a différentes informations qu'on peut trouver sur les réseaux, mais rien de tel que d'avoir une information personnalisée. Et on prend à cœur de vraiment discuter avec le patient des options, que ce soit chirurgie ou traitements médicaux, tout en sachant que tout ça doit être bien encadré par une prise en charge globale par toute notre équipe pluridisciplinaire. On ne se fait pas opérer juste parce qu'on l'a décidé le matin, parce que ça va être plus facile, quoi. Il y a vraiment des conditions, évidemment. Il y a des conditions et puis l'importance de la prise en charge globale, parce que l'opération ne sera pas un coup de baguette magique. Il faut que cela soit encadré et suivi avant et après l'intervention. C'est assez lourd comme intervention. L'intervention en elle-même est bien supportée et avec une hospitalisation qui est courte, souvent de 2 jours, mais l'avant et l'après sont très importants pour que ça se passe au mieux. Alors, quelles sont les indications, justement, pour avoir recours à la chirurgie? Alors, il faut avoir un suivi de toute manière par une équipe multidisciplinaire et par une personne spécialisée en diététique ou nutrition pendant l'espace d'1 an au minimum, pour avoir toute cette reprise d'une hygiène alimentaire correcte. Et il faut également qu'il y ait une consultation en médecine interne. On réalise tout un bilan ici préopératoire, on réalise ce suivi. Et il y a des conditions aussi de poids, donc le rapport du poids et de la taille. Il faut être en obésité morbide, c'est-à-dire une obésité telle qu'elle entraîne d'autres problèmes de santé. Alors une obésité morbide, c'est un IMC au-delà de 35, c'est ça? C'est cela, donc il y a soit l'IMC au-delà de 35 avec une maladie associée, qui est soit le diabète, soit les apnées du sommeil qu'on enregistre ici de manière systématique, soit une hypertension qui résiste à 3 médicaments, ce qui est excessivement rare, mais il y a ces conditions-là, ou alors un IMC au-delà de 40, sans nécessairement qu'il y ait de pathologie associée, parce qu'on sait que d'emblée, un IMC au-delà de 40 va entraîner d'autres problèmes de santé. Il faut savoir que l'obésité, c'est une réelle maladie chronique, c'est une réelle épidémie et on aura de plus en plus de personnes qui présentent cette maladie-là et que ça nécessite une prise en charge globale. Alors ici, on parle d'IMC au-delà de 35, au-delà de 40, mais à titre indicatif, par exemple, je prends une taille moyenne d'un homme d'1,80 m, ça correspond plus ou moins à quel poids? Alors une personne d'1,80 m, si elle a un poids de 115 kg, a un IMC au-delà de 35. Donc là, à ce moment-là, s'il y a une pathologie associée, on peut discuter, envisager une chirurgie encadrée par cette prise en charge. On est dans le cadre d'une obésité morbide. Ça fait toujours un peu peur, le terme. Mais voilà, morbide, c'est parce qu'il y a des comorbidités, Voilà. je le dis bien, oui. Il faut imaginer que vous ayez un sac à dos de 35 ou 40 kg sur le dos en permanence. Et donc ça va jouer sur vos articulations, ça va jouer sur le cœur qui travaille pour 2, ça va jouer sur le pancréas et ça va jouer au final sur le vieillissement de l'organisme
avec également plus de risques de pathologies, même cancéreuses, et une espérance de vie qui sera diminuée. Ça a été bien prouvé scientifiquement qu'une obésité morbide diminuait l'espérance de vie. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut le faire et un âge enfin, il y a peut-être aussi une limite d'âge. Je me demandais aussi dans des conditions de vie, est-ce qu'une femme qui n'a pas encore eu de grossesse peut le faire? Très bonne question. Donc c'est certain qu'on va l'envisager pour les personnes majeures. Et chez des personnes jeunes, on va être d'autant plus vigilant que ce sont des décisions qui impliquent le reste de la vie. Et donc on va vraiment faire un suivi à long terme et être certain qu'il n'y ait que cette possibilité-là pour améliorer les choses. Pour les âges plus avancés, ça va surtout dépendre de l'âge physiologique, parce qu'une personne de 70 ans n'est pas une autre. Et donc on va vraiment prendre en compte l'âge physiologique et l'état global de la personne. Pour ce qui est du désir de grossesse, ces interventions ne contre-indiquent pas du tout une grossesse éventuelle, que du contraire, on a moins le risque de complications durant la grossesse, d'éclampsie, de diabète de grossesse, etc. Ça nécessite évidemment un suivi encadré, mais les obstétriciens, les gynécologues sont habitués à ce genre de situation. Alors il y a deux types d'interventions chirurgicales, la sleeve et le bypass. Peut-être un peu nous expliquer la différence. Il y a deux grandes catégories effectivement d'opérations. Les opérations restrictives, c'est-à-dire qu'on va diminuer le volume de l'estomac. C'est la sleeve où on va garder un estomac de plus petit volume. On coupe alors? On coupe et on enlève toute une partie d'estomac. Okay. Ça se fait avec la caméra, avec les 4 petites incisions. Cette intervention est adaptée à des personnes qui mangent des gros volumes, qui sont habitués à manger, de se resservir, de manger des grosses assiettes. Ce n'est pas adapté pour les personnes qui grignotent, mais l'idée est qu'une fois que le volume est rempli, on a la satiété. Donc on a la satiété plus rapidement. Alors le bémol, c'est qu'il faut éviter ces opérations pour les personnes qui ont du reflux, parce qu'on risque d'avoir une aggravation du reflux. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de reflux gastro-œsophagien. Beaucoup de personnes qui souffrent de reflux. Sans le savoir aussi. Alors ça se remarque quand même, on ressent quand même une douleur et on réalise de toute façon d'emblée une gastroscopie avant l'intervention pour vérifier l'état de l'œsophage et de l'estomac et être sûr qu'il n'y ait pas des séquelles de reflux. J'imagine qu'il y a d'autres contre-indications. Donc on l'a bien compris, c'est pour les gros mangeurs, puisqu'on enlève une partie de l'estomac. Et à part le reflux, il y a d'autres contre-indications par rapport à cette technique? Il y a surtout cette complication-là de reflux, cette contre-indication liée au reflux, et aux personnes qui sont grignoteurs, parce qu'on n'aura pas un bon effet sur la perte de poids. Le fait de grignoter ne remplit pas la cavité gastrique, et donc on ne va pas avoir un effet... idéalement, effectivement, on a ce travail sur les phases de grignotage en aidant la personne à moins grignoter, à éviter de grignoter, mais on ne sait jamais, au cours de la vie, on peut toujours avoir une contrariété qui... Et le bypass alors? Le bypass est une intervention mixte qui est à la fois restrictive, c'est-à-dire un petit volume d'estomac, et malabsorptive, c'est-à-dire que l'absorption des aliments va se faire plus bas sur le tube digestif. On fait un court-circuit, petite poche et court-circuit. Donc la petite poche, donc une satiété plus rapide, et digestion plus bas en faisant ce court-circuit alimentaire qui permet d'éviter de réabsorber tout ce qui est ingurgité. Okay. Donc c'est une intervention mixte qui, elle, est adaptée pour les personnes qui ont du reflux, car on règle le problème du reflux dans le même temps. L'acidité de l'estomac ne remonte plus irriter l'œsophage, et qui est plus adaptée pour les personnes qui grignotent, parce qu'on a une réabsorption plus basse sur le tube digestif. C'est une double intervention, c'est plus lourd ou pas spécialement? Enfin, une double intervention puisque vous agissez sur 2 endroits, est-ce qu'on peut dire que c'est plus lourd ou pas spécialement? L'intervention en elle-même n'est pas plus lourde, elle prend un peu plus de temps, mais en termes de suivi ou de complications potentielles, on n'a pas de différence entre l'une et l'autre. Ce sont 2 opérations qui sont adaptées à des personnes différentes. C'est pour ça qu'on adapte vraiment la décision en discutant avec la personne et en évaluant tous les facteurs. Mais il n'y a pas plus de... L'intervention en elle-même n'est pas plus lourde. Elle est un peu plus longue, mais pas plus lourde.
troisième possibilité actuellement concernant les personnes qui sont des mangeurs de gros volume et qui ont du reflux, c'est qu'on réalise également une intervention qui s'appelle Nissen Sleeve, qui combine deux interventions. Donc il combine l'intervention de la sleeve avec le Nissen, qui est de constituer une valve anti-reflux. Et donc ces personnes qui sont gros mangeurs et ont du reflux peuvent avoir à ce moment-là l'alternative entre le bypass et la Nissen Sleeve. C'est intéressant, par exemple, pour des personnes qui ont des traitements qui doivent absolument être bien réabsorbés et qui ont du reflux. À ce moment-là, on peut envisager la Nissen Sleeve, comme ça leur traitement sera de toute façon bien réabsorbé et on évitera les problèmes de reflux. Alors vous l'avez dit, c'est pas spécialement lourd en termes d'intervention, on vient 2 jours ici à l'hôpital, par contre le suivi va être hyper important. Le suivi est capital parce qu'on a des patients qui échappent au suivi, où on voit parfois en consultation les personnes qui n'ont pas réalisé ce suivi. Et l'intervention en elle-même, comme je disais, n'est pas un coup de baguette magique. Donc on a des personnes qui sont opérées et si l'encadrement n'est pas présent, qui peuvent ne pas perdre de poids ou même reprendre plus de poids qu'avant. Donc il faut vraiment être très vigilant et continuer à agir, comme le docteur Yango l'a signalé, sur les différents facteurs, c'est-à-dire que l'activité physique est capitale, activité physique régulière, et l'hygiène alimentaire au sens large. Et donc ça, c'est vraiment une éducation qui doit se faire tout au long de la vie. On a enlevé une partie de l'estomac. Est-ce que l'estomac va continuer à ce qui reste à se redistendre? Alors, donc effectivement, c'est une question qu'on pose souvent, par exemple dans la sleeve, est-ce que mon estomac va reprendre son volume? Alors, il y a un facteur important, c'est de bien respecter ses sensations alimentaires, c'est-à-dire de bien respecter la satiété. La satiété ne survient pas immédiatement, elle prend un certain temps après l'alimentation, donc bien manger lentement et s'arrêter au moment de la satiété, car si on mange trop vite, on va effectivement remplir ce volume davantage et on peut avoir une tendance à avoir un estomac qui prend du volume, ce qui n'est pas conseillé. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et de bien s'écouter. Et en général, c'est satisfaisant à long terme, à court terme, à long terme, les deux techniques? Alors, tout est une question de sélection et de discussion. Si les choses sont bien au clair avec le patient qui a bien intégré la démarche et la prise en charge globale, le succès est au rendez-vous. Mais il y a effectivement bien ce respect qui doit se faire des différentes tâches qui doivent être effectuées à tout niveau, hygiène alimentaire, activité physique et respect de ses sensations alimentaires. On a parfois des patients qui ont des récidives, qui restent en obésité morbide malgré intervention. Et là, on peut reprendre le travail à zéro en reprenant un suivi, en retravaillant sur les bases. Et on peut réopérer ? Parfois des réinterventions. Okay. Oui, parfois des réinterventions qui peuvent porter soit sur la conversion de la sleeve en bypass, soit dans le cadre du bypass, de changement des longueurs de bypasser encore plus. De changer les rapports de longueur des anses pour avoir plus de malabsorption. Mais ça demande en tout cas à la base un travail global qui doit être repris. Alors, nous, on aimerait quand même bien voir un petit peu ce qui se passe, enfin, pas ce qui se passe, mais en tout cas les instruments utilisés en salle d'opération. Donc, vous nous avez proposé d'aller faire un petit tour. Bien sûr, je vous invite à m'accompagner en salle d'opération et je vais vous faire visiter notre lieu de travail. Super, avec plaisir. Donc, ici, c'est pour vous montrer la colonne qui est utilisée. Donc, le patient est endormi là, l'anesthésiste a toute sa colonne d'anesthésie et on utilise une petite caméra qui va être introduite dans la cavité abdominale. C'est pas invasif du coup? Ça se passe avec des instruments, par des petites incisions qu'on passe par des canaux de travail comme ceci. Donc on introduit ce genre de petit canal dans l'abdomen et on va regarder à l'intérieur de l'abdomen avec la caméra. Ok, donc pas besoin vraiment, on n'ouvre pas le patient. Non, il n'y a pas de grandes ouvertures, ce sont des petites incisions. Qui ont l'avantage de donner une récupération beaucoup plus rapide après l'intervention. C'est une opération qui dure combien de temps? La sleeve va durer environ 45 minutes.
Le bypass, on se rapproche plus d'1h30, 2h. Ok. Donc en termes d'anesthésie, ça reste aussi raisonnable. Oui, ça reste tout à fait raisonnable. Le patient est réveillé directement, il remonte en chambre le jour même, si l'évolution est comme on l'attend, pourra recommencer à boire déjà des petites quantités d'eau le jour même et remanger le lendemain. Récupération rapide. Récupération rapide. Et c'est douloureux? Les patients se plaignent après d'avoir des douleurs? Les patients ne se plaignent pas tellement de douleurs, d'autant que les anesthésistes ont l'habitude et donnent des traitements efficaces. Mais le lendemain, le patient est mobile dans sa chambre et il va se balader. Et si on le revoit le lendemain, si les choses vont bien, c'est le lendemain ou le surlendemain, pourra rentrer à la maison si tout se passe bien. On enlève quand même une partie d'un organe. On enlève une grande partie de l'estomac, oui. Qu'on arrive à sortir par un des petits trous en le retirant petit à petit. Voilà, je vous fais travailler. Ah, magnifique. J'ai toujours vous allez rêvé en fait. Vous allez assister à l'intervention. Et l'idée est Réalise un rêve. On travaille dans la cavité abdominale en insufflant du gaz dans la cavité pour gonfler la cavité abdominale au moyen d'un des petits introducteurs. D'accord. Pour avoir plus facile de Comme travailler. ça, on gonfle la cavité abdominale pour avoir un espace de travail et vous faites très bien à l'assistance. Assister à l'intervention. Et donc, et à l'intérieur de la cavité abdominale, pour l'estomac, justement, on va utiliser une agrafeuse qui va permettre, ce sont des agrafes qui prennent les tissus, qui vont les agrafer et puis on va pouvoir sectionner les tissus. Il y a un couteau qui va sectionner progressivement les tissus et puis ensuite on ouvre et c'est avec cet instrument-là qu'on va progressivement, on change les agrafes, on va progressivement agrafer et sectionner l'estomac. Enfin la partie d'estomac restant. On a une belle table ici avec tous les instruments. On ne se rend pas compte de l'extérieur en fait qu'il y a aussi toute une technicité dans votre métier. Une technicité et toute une équipe qui est là pour nous Évidemment. aider parce que si on était seul, rien ne pourrait se faire. Donc c'est toute une chaîne de professionnels qui sont là pour le patient et pour le patient ce sera le début d'une nouvelle vie. Exactement. Nous aussi c'est toute une équipe. Un grand merci en tout cas Dr Hubet. Avec plaisir. Alors en fait, toi, tu n'as pas vraiment vu les instruments de la salle d'opération. Il valait peut-être mieux pas les voir d'ailleurs, ou pas. J'ai vu sans rien voir. En réalité, juste à la porte d'entrée, quand on est dans le couloir, le technicien vient et dit voilà, je suis le dernier en quelque sorte, et puis on va vous mettre un pré-anesthésiant, puis l'anesthésiant sera anesthésiste et tout et tout. Et j'ai dit d'accord, je vous donne le dernier pourcent. J'en avais parlé tout au début de notre plateau. En réalité, le dernier pourcent, c'est que je voulais garder une forme de maîtrise. C'est une chose qui m'est chère. Et j'ai dit le dernier pourcent, donc je vais expliquer un peu la petite histoire à lui. Et puis. Et là, tu as dit oui. Et j'ai dit, voilà, je vous donne le dernier pourcent. C'était ça ma phrase. On est rentré, l'anesthésiste est arrivé, très coloré d'ailleurs, ça je me souviens, il était très coloré au niveau de son chapeau et tout, il chantonnait un peu, c'était marrant. Et puis on a compté, 2, 3, 4, 5, 6, puis c'était fini pour tout le monde. C'est ça. Et quelques heures après, je me réveille. Juste peut-être dire aussi, parce que je veux rebondir sur ce que le docteur Hubet disait, on a parlé de ton poids, de 122 à 78, mais en termes de BMI, on l'a calculé, et donc tu es passé d'un BMI, on l'a calculé, j'ai mon petit copion. De 37,5, on est redescendu là maintenant à 24. Voilà. Poids de ce jour. La bête toute fraîche de ce jour, sans problème. Voilà. Le problème, dirons-nous, d'un type d'intervention comme ça, c'est de savoir comment on sera le lendemain. Dans le cas d'une sleeve, c'est super simple. C'est super simple, c'est de savoir qu'on a deux solutions. Et ça, je l'ai vu par mes étapes après dans les visites auprès du chirurgien, et pas que. Un jour, je suis arrivé devant chez lui en disant « Mais écoutez, docteur, je vous aime bien, mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour manger ? J'estime que je n'ai pas assez d'aide. » J'expliquerai tout de suite après pourquoi.
j'ai pas assez d'aide, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a dit, ben, c'est pas compliqué, vous mangez ce que vous avez envie. Et à un moment ou l'autre, quand c'est trop plein, ben, c'est fini, vous êtes malade. Et c'est ça qui nous arrive avec une sleeve, c'est que systématiquement, bon, on régurgite une forme de nourriture. Il y a eu toutes des variantes différentes. C'était bêtement se dire, ben voilà, j'aimerais bien manger un petit spaghetti crevette. Ah ben c'est génial, je vais faire ça. C'est le 25e jour après mon opération. Oui, parce que parce que le plateau qui est ici devant nous, c'est pas pour rien. Parce que juste après l'opération, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est une crème, ouais. un petit... Un Fortimel, oui, c'est obligatoire. Fortimel Ouais, et de la donner soupe, quoi. Que du liquide, voilà. enfin du liquide ou semi-liquide, Oui, quoi. et moi j'avais même un chirurgien qui m'a dit, bah, écoutez, tant que vous ne buvez pas 1,5 litre, vous ne sortez pas d'eau, de liquide. Oui, important aussi. Mais donc ça veut dire aussi ici que cette version liquide ou semi-liquide, pendant combien de jours on tient ça après l'opération? Alors ça a duré tout un laps de temps. Il y a tout un programme qui est mis en place. Et alors on passe du liquide, puis on passe un peu plus crémeux, je veux dire, et puis de moins en plus jusqu'à éventuellement manger des choses un peu plus solides. On va dire que ça a duré 20 jours véritablement. Ok. Et ces 20 jours-là, j'ai perdu 20 kilos. Ouf. En 20 jours. Et j'étais chez moi, et la grande chance que ma femme avait pris effectivement quelques jours de repos qui étaient prévus en 20 jours. J'ai perdu 20 kilos. Psychologiquement, ça va quand on se voit fondre comme ça? C'est-à-dire qu'on passe par plein d'étapes, mais je ne suis pas seul. Ça va vite en tout cas. Toi qui es quelqu'un d'impatient, ça va vite. Oui, mais je ne m'attendais peut-être pas si vite. Et c'est d'ailleurs ça qui, par après, m'a amené vers la question, vers le docteur. Qu'est-ce que je peux manger? Parce qu'en fait, tu ne savais pratiquement plus rien manger. Je ne mangeais pratiquement plus rien du tout. Et ce n'est pas négatif. C'est simplement le fait qu'il fallait que le temps se remette. Ça faisait quand même plus de 60 oui, c'est ça, que le corps et le temps se mettent ensemble, copains. Et que quelque part, un corps de 65 ans accepte de vivre d'une nouvelle manière. D'une manière différente. Donc c'est ça qui est important. C'est juste différent, c'est ni plus ni moins. C'est juste différent. Et puis, un jour, peut-être manger 20 jours, 20 kilos. Et puis, ça continuait à diminuer. Puis j'avais quand même un... Moins rapidement, forcément. Bien sûr, sinon je serais à moins 8 là maintenant, donc ça n'irait pas. Mais honnêtement parlant, c'était pas... C'est tout, il faut assumer, Et le cas, par exemple, du spaghetti crevette, c'est bien. Ça a été 3 pâtes, 3 fins spaghettis, et c'était à la 3e crevette 2 trop. Et là, c'est le cas de la sleeve. Le cas de la sleeve, c'est ça. C'est-à-dire que, moi je vais en parler pas en médical, parce que je ne suis pas un tout-bip, je suis un patient, et je ne suis plus patient. Je suis quelqu'un qui suit tout à fait très bien. Je n'ai pas été patient longtemps, moi j'étais patient le temps de l'opération, c'est tout, quoi. En réalité, la sleeve, c'est ceci. On enlève un morceau d'estomac, comme on m'a dit, j'avais 8, on m'a laissé 1. D'ailleurs, je vous ai apporté en témoignage l'une ou l'autre photo du petit rôti d'Adorno, c'est tout à fait ça. On agrafe un morceau d'estomac, c'est tout, et il n'y a rien d'autre qui change. Et ce qui se passe, c'est qu'on va manger exactement le même, mais le corps, il va peut-être plutôt accepter. C'est-à-dire que moi qui étais genre, je vais faire des courses, je mange un cervelas sur le chemin pour revenir à la maison, et le deuxième en rangeant le frigo. Ça, c'est fini, hein. Même la première rondelle, elle a dû repasser, parce que ce n'est plus à mon goût. C'est pas que je ne sais pas, ce n'est plus à mon goût. Mes goûts ont changé, sont partis plus vers le sucré, dans mon cas. Je précise, dans mon cas, c'est important. Voilà, les gazeux, tout ça, c'est pas conseillé, donc moi j'en ai presque pas bu, et j'en bois déjà pas beaucoup, donc ça va. Les alcools, faut pas faire le fou, parce qu'on est tout de suite, on est down immédiatement, donc restons calmes, quoi. On peut dire que jamais on ne remange comme avant, forcément. Enfin, en tout cas, si on suit le processus, parce qu'il y en a qui remangent, d'ailleurs le docteur Hubel le dit, parfois on doit réopérer, mais ici dans ton cas, jamais tu ne remangeras comme avant. Non, c'est pas le but. D'abord, ce n'est pas mon intention. Tout à fait. Deuxièmement, ce n'est pas un but, donc c'est 2 choses totalement différentes. Et en plus, si je veux essayer de manger beaucoup plus, le corps, à un moment ou l'autre, il va dire non. C'est un peu, moi j'ai imagé ça, c'est vraiment une image, c'est important. C'est un peu comme s'il y a un clapet qui se referme, et la crevette de trop, elle repassera. C'est ça. Et là, maintenant, au stade où on en est, parfois ça revite complètement la poubelle, quoi. Et alors on peut en manger tout de suite après le dump. Combien de temps as-tu mis pour descendre à 78 kilos, enfin on va dire 80, peu importe, puisque... 18 mois. 18 mois. On m'avait annoncé 18, ça fait 18 mois. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé un équilibre à la fois... Donc tu es stable depuis 1 an et demi. Absolument, oui. Et tu as trouvé un équilibre... Quelques kilos. Oui, à quelques kilos. Je descends jamais plus. Le plus bas que je sois descendu, c'est 76 quelque chose. Tu te mets évidemment une limite basse et une limite haute, je J'en ai une de 75 kilos de la part du chirurgien, donc de façon à 75, c'est warning, quoi. Et toi, warning, si tu remontes aussi à un moment donné... Moi, à 80, ça commence à me déranger, quoi. Ça commence à déranger. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre, on l'a compris, tu as trouvé un équilibre au niveau de ton poids, mais est-ce que tu as trouvé un équilibre au niveau de ton alimentation ?
Et dans la psychologique, tête aussi, oui. psychologique. Parce qu'il faut savoir apprendre à vivre différemment. Pas autrement, différemment. Et se dire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire de la même manière. Quand on va au restaurant, par exemple. Tout à fait, les vies sociales sont modifiées. Moi, ça tombe bien, j'ai pas le temps. Mais bon, voilà, donc ça veut dire qu'on ne va plus de la même manière au restaurant. Ouais. Mais on y va quand même. Mais on y va quand On même. y va donc quand ça, même. C'est une On y bonne va jouer chose. avec madame, on prend quand même un petit verre avec madame et on mange un plat au lieu de manger entrée, plat, dessert, machin, truc et tout. Donc là, on s'est calmé. Il n'y a plus la place. C'est tout simple. Ouais. Il n'y a plus la place. Et tes problèmes de santé? Alors l'hypertension, c'est un tout petit peu amélioré. Je dis un tout petit peu parce que c'est pas parce qu'on fait une sleeve ou un bypass que l'hypertension s'améliore. Quand on Ce reste sont deux- nerveux, on reste nerveux. C'est pas ça, c'est pas une question de nervosité. Non, non, non. L'hypertension, c'est pas que la nervosité. Je pense que ça vous fera au moins 2-3 émissions, mais je sais pas si je suis le meilleur sujet. Mais à côté de ça, je vais dire que le cadre, c'est que l'hypertension s'est améliorée, le poids s'est amélioré. Je récupère petit à petit quand même un souffle. Ça prend quand même 3 ans, hein. Ouais. J'ai récupéré du souffle et tout. Je vais de temps en temps taper le ballon avec mon petit-fils, qui a 5 bien. ans, donc c'est sympa. Je recommence, Ouais. c'est marrant. Ce que tu n'aurais c'est- pas pu faire avant. J'aurais pu le faire, mais différemment, quoi. Je Ouais. pense que j'aurais plus encouragé que de le faire moi-même. Et puis, j'ai même envisagé de retourner dans une équipe de vieux. Voilà, c'est un truc basket, ça. De basketball, hein, de basketball, oui, parce que vieux, ça va, j'y suis déjà. Et alors, et alors de reprendre quelque activité dans mon métier, même si je suis bientôt à la retraite, en tant que coiffeur, j'ai envie de vivre mon métier différemment et surtout vivre avec ma femme. C'est ça le plus important. Voilà. Tu es satisfait? Ah, génial. Tu es super satisfait. Et qu'est-ce que Un tu regret pourrais... de ne pas l'avoir fait 15 ans plus tôt, mais on n'a pas voulu. Ouais. On n'a pas voulu 15 ans plus tôt m'affiner, alors que ce n'était pas du tout mon but. Mon but Oui, n'a c'est ça. jamais C'était été... pas esthétique. Hein, ça on n'a est bien jamais été d'accord, hein. esthétique, c'est pour le cœur. Ouais, tout à La fait. machine tout déglinguait, donc il fallait absolument le faire, c'est super important. Mais alors, le résultat, il y a un esthétisme qui est derrière. On peut enfin acheter ce vêtement. J'ai même fourni à la prod, en réalité, la photo où j'étais acheté moi-même mon premier jeans, où là, je me dis, ben non, c'est trop grand. Ben non, c'est encore trop grand. Oui, donc c'est ça, quoi. c'est- L'habitude. Mais il faut le des faire grandes soi-même. tailles. Il faut acheter soi-même, vider ses garde-robes, faire tout ça soi-même psychologiquement. C'est important. Ça, on ne nous a pas appris. Et ça, il faut le faire. Ça, il faut le Psychologiquement, il faut faire ces étapes soi-même. C'est important. Et Et si- moi, je suis super content. faire. Et si Ma tu femme avais aussi. un conseil, bah voilà. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le processus? Un gros conseil, préparez-vous super bien. Vous serez pris en main. En tout cas, si c'est au CNO et si Mme Van Lippevelde est encore présente et toute l'équipe médicale autour. Et alors, patience et bien comprendre. Ce sont tous des termes bateaux, thèmes, mais c'est ça. Ce sont des secrets. Et pensez aux clés. La Ferrari, la clé, et gardez toujours le pourcent de responsabilité. Oui, Ce sont ça, les c'est important. meilleurs. On est ouais, acteur ouais. aussi. Faut de pas sa y aller santé, simplement hein. parce que ouais, je suis gros, je vais maigrir, et puis après je vais. Non, la vie sera pas la même. Elle sera c'est ça. différente. Elle sera, pour moi en tout cas, plus belle. Elle est plus belle. Ben, c'est très précieux, ton témoignage, Patrick. Un grand merci de t'être livré comme ça. Mais c'est pas un problème. Je me suis toujours livré dans ma vie, ça ne changera pas ça. Voilà. Mais en tout cas, que d'autres le fassent en réfléchissant. Merci. Corinne. Merci pour ce moment. C'était important pour moi parce que. T'avais envie de témoigner. Hein. Mais c'est que pour un coiffeur, pour une fois, ça peut boucler une boucle. Ça tombe bien. Ben, voilà. Voilà. Mais C'est je ton vous- petit trait d'humour pour terminer l'émission. Bon, comme d'hab, quoi. Merci en tout cas. Je t'en prie. Merci, Et Corinne. merci à vous Merci à de nous avoir suivis. Et puis, le mois prochain, on parlera... ça va te parler aussi, en tout cas à ton épouse, puisque ce sera la journée internationale des infirmières le Ouais. 12 mai. Et on va les Effectivement. mettre à l'honneur. Donc, je vous suggère déjà de penser peut-être à l'une ou l'autre anecdote marquante ou encore un témoignage que vous avez envie de nous donner ou des remerciements peut-être à une infirmière ou un infirmier. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà les mettre ici en commentaire. Et voilà, on se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.